Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder le chapitre 7, Histoire du développement de l'astronomie pour les classes LH et SE. À la fin de cette séance, vous serez capable d'expliquer la théorie géocentrique d'Aristote et de Ptolémée, d'expliquer la théorie héliocentrique de Copernic, d'utiliser les lois de Kepler, de citer les contributions de Galilée et de Newton dans l'astronomie et de définir l'astrophysique. Qu'est-ce que l'astronomie? L'astronomie est la science qui étudie la position, le mouvement, la structure et l'évolution des corps célestes, comme les planètes, les étoiles, les galaxies, etc. Depuis les temps les plus éloignés, la connaissance des constellations fut indispensable. Donc l'astronomie est née des nécessités de la vie quotidienne. Qu'est-ce que la théorie géocentrique de Platon et d'Aristote? D'après cette théorie, l'univers est sphérique. Tous les corps célestes, y compris la Terre, sont sphériques. La Terre est immobile et occupe le centre de l'univers. Tout mouvement céleste ne peut être que circulaire et uniforme autour de la Terre. Les étoiles fixes sont les plus éloignées de la Terre et sont portées par une sphère dont la période de révolution est un jour, ça veut dire 24 heures. Passons au système géocentrique de Ptolémée. C'est une ancienne théorie qui date depuis l'Antiquité. D'après cette théorie, la Terre est immobile et occupe le centre de l'univers. La Lune et le Soleil décrivent d'un mouvement uniforme deux orbites circulaires autour de la Terre. Les autres planètes décrivent d'un mouvement uniforme de petits cercles appelés épicycles. Vous voyez les épicycles? À son tour, le centre de chaque épicycle décrit d'un mouvement uniforme une orbite circulaire autour de la Terre. Cette orbite est appelée le déférent. Passons à présent à la théorie héliocentrique de Copernic. D'après cette théorie, le Soleil est immobile et occupe le centre de l'univers sphérique. La Terre est une planète comme les autres planètes. Les planètes sont portées par des sphères solides et transparentes et chacune d'elles est entraînée par le mouvement de rotation uniforme de sa sphère autour du Soleil. Les étoiles fixes sont portées par la sphère ayant le rayon le plus grand. La période de révolution d'une planète autour du Soleil augmente avec la distance qui les sépare. La Terre tourne autour du Soleil en une année et en même temps sur elle-même en 24 heures. La Lune est un satellite de la Terre et effectue un mouvement circulaire uniforme autour d'elle. L'ordre d'éloignement des planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. D'après ce qu'on a vu, on peut déduire qu'il y a une différence fondamentale entre le système géocentrique et le système héliocentrique. Pour le système héliocentrique, le Soleil est immobile et occupe le centre de l'univers sphérique, tandis que le système géocentrique, le voilà, la Terre est immobile et occupe le centre de l'univers sphérique.
Pour voir plus clairement, on a recours à cette animation. Voilà, c'est le système héliocentrique. Le Soleil est immobile et occupe le centre de l'univers sphérique. La Terre et les planètes gravitent autour de lui. Tandis que dans le système géocentrique, la Terre est immobile et occupe le centre de cet univers sphérique. Passons aux lois de Kepler. En 1602, l'astronome danois Tycho Brahe meurt laissant tous ses papiers à son assistant et astronome allemand Johannes Kepler. Après un long travail de calcul, Kepler publia ses 3 lois empiriques. Ces lois donnent une description complète du mouvement des planètes. La première loi, les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses dont il occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler, la vitesse de la planète est reliée à sa distance au Soleil. La vitesse diminue si la distance augmente et vice-versa. Donc on voit ici, quand la planète s'approche du Soleil, la vitesse augmente. Quand elle s'éloigne du Soleil, la vitesse diminue. La troisième loi, la période de révolution de la planète croît avec sa distance moyenne au Soleil. Comme on voit ici dans la figure, la planète bleue, elle est plus proche du Soleil que la planète rouge. Donc on voit que la période de révolution de cette planète est plus petite que celle de la planète rouge. Deux grands savants ont contribué au développement de l'astronomie, Galileo Galilei et Isaac Newton. Convaincu par la théorie héliocentrique de Copernic, Galilée en chercha la preuve expérimentale. En 1609, il fabriqua la première lunette conçue pour l'observation astronomique. Isaac Newton, après quelques années, en 1687, il a établi la loi de la gravitation universelle. Qu'est-ce que la loi de la gravitation universelle? Deux corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Comment l'astronomie s'est-elle développée au XVIIIe et XIXe siècle? Le développement instrumental a permis à Edmond Halley de déceler le mouvement des étoiles et par suite mettre fin à l'idée de la sphère des étoiles fixes. En 1781, William Herschel a découvert la 7e planète du système solaire, Uranus. Au milieu du XIXe siècle, l'astrophysique est née. Qu'est-ce que l'astrophysique? C'est la science qui étudie la constitution, les propriétés physiques et l'évolution des astres. On passe à l'exercice d'application. L'ordre d'éloignement des planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Dans le tableau ci-dessous, les noms de certaines planètes manquent et les périodes de révolution sont données en jours J ou en années A. On va essayer de compléter ce tableau. Je commence par mettre les périodes inscrites dans le tableau dans l'ordre croissant. Voilà, je commence par la plus petite, qui est donnée en jours.
Et d'après le texte, j'ai l'ordre d'éloignement des planètes. Maintenant, je dois utiliser la troisième loi de Kepler pour pouvoir compléter ce tableau. Que dit la troisième loi de Kepler? La période de révolution d'une planète augmente avec sa distance moyenne au Soleil. Donc, d'après cette troisième loi, je complète le tableau. Les acquis de cette leçon. À la fin de cette leçon, vous êtes capable de comparer la théorie géocentrique d'Aristote et de Ptolémée à la théorie héliocentrique de Copernic, d'utiliser les lois de Kepler, comme on a fait dans l'exercice d'application, et de citer la loi de gravitation universelle de Newton. Je vous laisse maintenant avec cette chronologie de l'astronomie. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.